je vais juste demander à Farel Génaste de se rapprocher de nous. Betty Fosta. Oui, on va parler bien évidemment du numérique avec vous, de l'UDE-MEDEF et de IPEOS, le deuxième siège. Myriam Louisi de DigiLearn Pro. Priscilla Logis, ce qui ne devrait pas être très loin pour Pôle emploi. On commence à la connaître. Linda Ramsamy du Greta également. Alors moi, ce que je propose, c'est que, en attendant que l'on rentre dans le vif du sujet du numérique, nous avions la question de Madame, au fond, qui a déjà le micro en main. Oui, ouais. Bonsoir à tous. Ouais. Je voulais poser une question. Pourquoi les personnes en situation de handicap attendent très longtemps pour avoir un logement? La question du logement. Oui. Tiens, c'est-à-dire que je suis une jeune femme en situation de handicap et j'ai fait une demande de logement. C'est vrai que des fois, je remarque que ça prend beaucoup de temps. Pas mal de temps. Alors, c'est pour là, je voulais poser cette question. Alors, qui serait l'interlocuteur le plus approprié? Peut-être que Madame Boulmar aurait pu vous orienter. Alors, je vais juste répondre en fait. Il se trouve qu'en tant que MEDEF, je suis mandataire d'une organisation qui s'appelle Action Logement, qui finance près de 70% du logement social sur la Guadeloupe, et notamment la rénovation urbaine. Et donc, il faut savoir que pour chaque territoire, il y a ce qu'on appelle des listes d'urgence. Et il faut toujours se rapprocher des CECAS de son domicile pour pouvoir constituer un dossier de logement, de relogement urgent. Donc ça, c'est une première démarche qui est importante et nécessaire. Alors, concernant le handicap en général sur Action Logement, à chaque commission, on fait en sorte de demander à ce que les prochaine construction soit vraiment adaptée aux personnes en situation de handicap, parce qu'il s'est trouvé que même s'il y avait une réglementation favorisant ces constructions en conformité, certains bailleurs, certains constructeurs, par facilité ou par appât du gain, l'omettaient. Mais je peux vous assurer que nous avons des commissions qui veillent non seulement à ce point-là, non seulement à ce que les logements sociaux aient aussi l'Internet, parce que l'Internet, c'est pour tout le monde, c'est pas que les personnes en situation de handicap, mais ça permet à tous de toucher le monde entier. Ça, c'est important. Et puis la question aussi de l'environnement et du bien-être familial avec des équipements pour les familles. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà. On va rentrer pile poil dans le vif du sujet. Vous voyez que j'avais bien fait d'attendre 2 minutes pour pouvoir répondre, parce que je connaissais les multicasquettes de Betty Fosta parmi nous. Alors, l'occasion effectivement de présenter, on a beaucoup parlé déjà dans la thématique tout à l'heure, c'est pour ça que je parlais de continuité, avec tous ces outils qui sont mis à disposition des personnes en situation de handicap et qui permettent, c'est là l'objet de notre rendez-vous, le maintien dans l'emploi dans certaines situations, l'accès à l'emploi dans d'autres situations. On a justement avec nous Farel Génaste qui peut témoigner justement de l'expression de ses capacités dans le monde du numérique. Bonjour à tous, je m'appelle Farel Génaste. Je suis une personne en situation de handicap et j'ai créé mon entreprise Projet Virtuel. Mon entreprise Projet Virtuel, je fais tout ce qui est communication virtuelle auprès des différentes petites entreprises, restaurants, boutiques et bien d'autres, pour ceux qui ont besoin d'une communication. Je sais qu'à l'heure actuelle, comme certains savent, que la communication est importante pour valoriser notre image de marque, pour présenter nos biens, nos services et bien d'autres choses. Mais parfois, certaines entreprises n'ont pas forcément les moyens ou ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne connaissent pas sans doute certaines structures. Donc c'est pour ça que j'ai créé mon entreprise Projet Virtuel. C'est pour aussi leur faire transmettre un moyen de communication pour qu'ils puissent transmettre auprès de leurs clients et bien plus ce qu'ils font, leur savoir-faire, leurs biens, leurs services, pour qu'ils puissent toucher un plus grand nombre de personnes à la fois autour de la Guadeloupe, dans les villes concernées, mais aussi dans l'international s'ils veulent. Et c'est pour qu'ils ne puissent pas avoir un frein. Car comme certaines entreprises ont parfois comme méthode le bouche à oreille, les flyers ou la carte de visite. Ils peuvent toucher maximum, je dis un exemple, 100 personnes. Tandis qu'avec la communication que je fais, ils peuvent toucher
1000 personnes, 2000, voire plus, et peuvent, grâce à ça, embellir leur communication, valoriser leur image de marque et ainsi toucher un plus grand nombre de personnes qui voudraient savoir comment y accéder à leur entreprise, comment ils font. Alors, on comprend par ton témoignage que tu fais partie de ceux qui a finalement créé son emploi, créé son entreprise. Est-ce que tu bénéficies également tu as bénéficié déjà d'un accompagnement pour le faire, et est-ce que tu bénéficies d'un accompagnement autour de l'outil numérique que tu utilises pour réaliser les prestations pour tes clients ? Ah oui, j'ai bénéficié de plusieurs structures d'accompagnement, la mission locale, parfois la région Guadeloupe, mais sinon j'ai créé mon entreprise tout seul, et avec mes études que j'ai fait en parallèle, des études d'STMG dans le numérique, j'ai pu consolider les bases et en plus améliorer davantage la communication, et grâce aux structures qu'on m'a aidé, grâce aussi à ma famille qui m'ont aidé et qui ont continué à m'aider pour mon projet. Mais sinon, j'ai fait tout seul et j'ai continué d'aller dans l'avant. Et pour les logiciels, j'utilise des super logiciels pour les vidéos de communication. Très bien. Eh bien, on peut l'applaudir. Hein. On parlait de volontarisme. Je crois que c'est l'exemple même. Alors, Betty Fosta, juste à côté, plusieurs casquettes, on l'a dit, l'UDO-MEDEF et IPEOS également. L'occasion de parler justement de toute cette... C'est vrai qu'on est aujourd'hui dans ce monde du numérique et que forcément, il ne faut pas que certains soient laissés sur le bord du trottoir, pour revenir à une thématique qu'on a beaucoup évoquée tout au long de la journée. C'est clair que c'est important, l'inclusion au sens général. Alors j'ai une petite pensée aujourd'hui pour Solange Leblanc, puisqu'il y a 10 ans, j'étais présidente de la Jeune Chambre économique à l'époque. On avait mené un salon pour que tous les publics puissent se rejoindre, qu'on puisse penser à une inclusion globale, c'est-à-dire que lorsqu'on ne pas parler de handicap, mais qu'on parle d'un monde global qui inclut tous, quelles que soient les différences. Et pour moi, c'est comme ça qu'on doit construire notre futur. Arrêter de parler de ce qui ne va pas, mais montrer comment on peut être bien tous ensemble. Et donc, par rapport à cela, au niveau du numérique, dans ma société IPEOS, ça fait des années que je m'engage personnellement, mais aussi des collaborateurs, sur cette question d'inclusion. En dehors de la loi, qui aide bien sûr à comprendre et à faire entendre la raison, mais il faut savoir qu'on n'a pas attendu, entre guillemets, ce référentiel d'accessibilité numérique européen qui est en vigueur pour toutes les administrations ou structures recevant des financements publics pour se mettre en conformité ou accompagner les structures dessus. On a même eu à accompagner le gouvernement dans un appel d'offres national pour faire en sorte que les ressources soient en conformité. Très souvent, on a l'impression que parce que les gens mettent des plus ou des moins, ou entre guillemets un mot accessibilité, que les outils soient accessibles. Or, il y a des référents techniques très précis qui existent même avant toutes ces lois-là, qui sont faites par plein d'experts. Il faut savoir que les Canadiens, les Américains sont très en avance là-dessus pour pouvoir penser, entre guillemets, les différents modes d'accessibilité. Donc, vous savez qu'il y a des personnes qui sont peut-être aveugles, d'autres personnes qui ont des problèmes de compréhension, dyslexie, etc. Les formes de handicap sont diverses. Et donc, par rapport à ça, il fallait trouver un référentiel commun qui puisse faire en sorte que cette inclusion soit possible à travers les outils, notamment les plateformes web, les applications, les logiciels, pour que ça soit compris. Et donc là-dessus, il y a un travail encore à continuer, parce que non seulement il y a une méconnaissance de beaucoup de décideurs, beaucoup de porteurs de projets, et parfois des experts, des personnes qui sont dans la filière du numérique, qui ne connaissent pas, et qui vont utiliser soit en connaissance de cause ou soit en non connaissance de cause, une espèce de postiche pour cacher que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas, que ce n'est pas un outil pour la conformité. C'est de la même façon que si vous avez un expert en accessibilité des bâtiments, il va contrôler la taille des marches, la taille de ceci. Donc il y a pas mal de critères qui existent. Donc il faut qu'on pense l'inclusion aussi sous la forme de respect de normes et de conformité. Parce que on l'oublie ça. C'est clair. Et ce qui est dommage, c'est que énormément de crédits avaient été mis en place pour accompagner les différents acteurs qui voulaient se mettre en conformité. Mais très souvent, c'est ignoré. Donc, ce n'est pas un problème d'argent.
C'est un problème de volonté. Tout à l'heure, j'entendais parler de problèmes de mobilité, mais effectivement, il y a des problèmes de politique publique et il manque des acteurs devant. On va pas reprocher aux élus, mais ce sont eux qui portent la politique publique pour que notre quotidien change. Et leur motivation, en dehors des campagnes politiques, c'est de régler les problèmes, les vrais problèmes des gens. Et ça ne va pas. Ça, en tant qu'entrepreneur, je le déplore fortement. Il faut savoir que j'ai la chance d'être membre du CIA de l'UDO-MEDEF et on apporte notre pierre à l'édifice aussi, parce que je représente les deux organisations, IPEOS et le MEDEF. Au niveau de l'UDO-MEDEF, ce syndicat, on fait en sorte de participer régulièrement aux commissions pour les attributions d'accès handicapés. On fait en sorte d'élaborer des campagnes pour l'achat inclusif, pas mal aussi d'autres actions liées en fait aux questions de construction d'une dynamique d'une société plus inclusive et égalitaire. Et par rapport à cela, ça veut dire que lorsqu'on est nommé quelque part, quel que soit le chef d'entreprise, parce qu'il n'y a pas que moi là-dessus, on doit jouer notre rôle. Et donc, quelque part, j'espère qu'en sortant, chaque citoyen qui serait ici se pose la question lorsque j'agis au quotidien ou je donne une procuration, une délégation à un tiers, que ce soit un collaborateur, que ce soit un élu, que ce soit un partenaire, que ces personnes-là font vraiment le travail, n'ont pas un rôle hypocrite ou encore de falsification pour changer réellement les choses, agir au quotidien. Voilà, donc c'est juste ça que j'apporterai comme témoignage, mais j'ai envie de dire que, vu l'assistance, il y a quand même des personnes investies. Ce qui m'embête réellement, c'est qu'il y a ceux qui ne sont pas là, qui auraient dû être là, qui ont un message à écouter pour que ça change dans la société guadeloupéenne, parce qu'on a besoin de toute notre population. Ils n'auraient pas pu répondre parce qu'ils sont en devoir de réserve électorale. Mais bon, on a bien compris les propos. Merci Betty. Nous avons Myriam Louisi avec nous pour DigiLearn Pro que vous allez nous présenter. Bonsoir. Oui, je suis une jeune entrepreneuse, formatrice. Et l'idée, c'est de proposer l'insertion par le biais du numérique, mais avec une sensibilisation sur l'entrepreneuriat. Donc, c'est comme ça que j'ai connu Farel, qui, en fait, quand j'ai vu Farel, j'ai pas vu d'handicap. Je n'ai pas reconnu son handicap parce que par rapport à sa volonté, les projets qu'il a déjà menés, et c'est là où je veux en venir. Évidemment, il y a des difficultés, mais ce sont aussi des personnes qui ont des talents. Et si la voie du salariat ne leur permet pas toujours de pouvoir s'insérer, la voie du numérique peut le permettre. Preuve par l'exemple avec Farel, qui a pu monter son entreprise grâce au numérique. Donc c'est par ce biais-là que l'insertion peut être possible, puisque justement les personnes qui seraient en situation de handicap peuvent travailler par le biais du télétravail, peuvent par le biais du freelancing aussi, peuvent créer leur activité et travailler pour le compte d'autres personnes. Très bien. On le sait, on est dans une société de plus en plus, j'ai envie de dire, numérique. Voilà, même les démarches de tout un chacun sont tous aujourd'hui digitales. Priscilla Logis, le Pôle emploi s'adapte justement à cette réalité, singulièrement pour les personnes en situation de handicap. Il y a des outils adaptés pour pouvoir créer les démarches je pense tout simplement à un CV, répondre à une offre d'emploi, ce genre de choses. Aujourd'hui, les pôles emploi de Guadeloupe sont équipés pour cela. Tout à fait. Actuellement, nous, au niveau du pôle emploi, nous avons notre site internet qui est, comme le disait Betty, il suffit pas de mettre le mot accessible et pour dire que nous sommes accessibles. Non, nous sommes vraiment accessibles parce que justement, le fait que notre site internet soit accessible marque le fait que nous sommes aujourd'hui dans une démarche qualitative sur l'accompagnement des travailleurs, des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Et comme on l'a dit, vous avez bien dû entendre toute la journée, nous n'avons pas spécifié un type de handicap. Donc, à partir du moment où la personne est en capacité de travailler, quel que soit
un handicap, nous sommes en capacité de l'accompagner. Donc oui, aujourd'hui, notre site internet, notre plateforme qui est l'Emploi Store, qui est une plateforme digitale et qui donne accès à de nombreuses actions de formation, de création de CV, qui donne beaucoup d'informations sur la création d'activités, aussi est tout à fait accessible à l'ensemble des personnes en situation de handicap. Et nous allons continuer à performer sur la question de l'accessibilité, parce que comme l'a dit Madame Fosta, c'est pas être accessible uniquement pour les malvoyants, les malentendants, mais c'est vraiment sur tout type de handicap. Très bien. Alors, moi, je voulais interpeller Monsieur Bardet, si vous permettez, qui parlait, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre tout à l'heure, quand il parlait du rôle notamment des opérateurs téléphoniques et sur les devoirs qu'ils ont envers ce type de public, justement, sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Si vous pouvez repréciser. C'était pas, on parlait, enfin, les deux dames qui sont devant, donc, oui, avaient posé la problématique de leur accueil au niveau du Pôle emploi. Et c'était une rencontre avec les personnes qui souffrent de ce handicap. Et on nous a montré un logiciel formidable où il était possible d'avoir un abonnement et bénéficier de l'interface. Et le chef d'entreprise, cette personne-là ne parle pas. Et grâce au logiciel, il parle. Très bien. Donc, et il y a des opérateurs ici. Vous avez un abonnement sur, par exemple, je vais le donner, puisque c'est Digicel, on nous a dit à l'époque, c'est le seul en Guadeloupe qui permet aux personnes en situation de handicap de bénéficier de cette interface. C'est-à-dire à peu près sur l'abonnement, il peut avoir 20 minutes par mois. Mais je ne connais pas tout, mais je sais que ça existe. Donc il faut qu'on aille dans cette direction-là, et notamment pour les professionnels qui n'arrivent pas à échanger avec les personnes qui ont ce handicap. Puisque il n'y a pas de problème, hein. C'est nous, à ce moment-là. Mais oui, puisque c'est une langue, hein. Parce que là aussi, il faut que les choses soient encore plus claires. C'est une langue. Ça veut dire que n'importe quelle personne peut apprendre ce langage-là. Donc, c'est bien une langue. Donc, on parle de handicap, mais mettez en avant que c'est aussi une langue. Très bien. Je suis, pour reprendre, parce que vous avez évoqué les agences Pôle emploi. Donc, je vous confirme que là aussi, physiquement, les agences Pôle emploi sont accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, parce que l'ensemble des agences Pôle emploi sont équipées de la boule magnétique et sont équipées aussi d'un logiciel Helios qui nous permet, au moment d'un entretien, de faire appel à une interface qui nous permettra effectivement de communiquer avec la personne lors de cet entretien. Ou alors, nous avons la possibilité, par le biais de la prestation d'appui spécifique, qui est une prestation cofinancée AGFIP-FIP, de faire une demande d'accompagnement par une interface de communication auprès du CERAC, qui vient le jour de l'entretien, ou même lors de l'action, d'une prestation, ou même de la formation, justement accompagner la personne, justement pour l'aider à pouvoir communiquer, interagir, comprendre effectivement ce qui se dit en temps réel. Donc oui, toutes les agences Pôle emploi sont équipées, et nous pouvons faire appel aussi au CERAC ou à Madame Jumet qui est ici présente. Très bien. Donc vous voyez, voilà. On a beaucoup parlé des employeurs, Betty Fosta ou encore Myriam Louisy. Au niveau des organismes de formation, qu'est-ce qui est mis en place pour sensibiliser notamment les jeunes en situation de handicap à l'utilisation des outils numériques ? Est-ce qu'il y a des passerelles ? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques qui sont mises en place avec, je sais pas, en partenariat avec les CFA, les sites d'alternance, parce que peut-être que dès l'apprentissage, je veux dire, ça commence dès le plus jeune âge, sans doute, surtout dans l'avenir qui nous est réservé. Non ? Alors, juste pour pouvoir préciser, par rapport au Greta qui n'est pas là, par exemple, le Greta, du coup, a une personne qui est dédiée à ce secteur-là, donc bien sûr que l'objectif, c'est de pouvoir faire monter en compétences
l'ensemble des stagiaires sur le numérique et précisément pouvoir faire davantage monter en compétence ceux qui souhaitent s'engager dans ce secteur-là. Voilà. Il fallait que je pose la question à la personne qui n'était pas là. Mais... Le micro ? Ouais. Oui, ce que je voudrais également préciser, c'est que même si Josué n'est pas a priori en situation de handicap, on n'a pas communiqué dessus, mais pour votre information, il est au Greta, il est dans la filière des métiers du numérique et j'ai l'honneur d'être sa tutrice. Donc peut-être que tu peux témoigner. Bah oui, tant qu'à faire. Bonjour à tous, je m'appelle Camon Josué. Je suis actuellement dans une formation de concepteur designer UI au Greta et je suis en contrat d'apprentissage au sein de la DIT, Guadeloupe, où je travaille en tant que community manager. Alors, pour compléter rapidement, je sais que le Webforce avait aussi une ou deux promotions liées en fait à des jeunes développeurs et au niveau de l'IPOS, on avait pris en fait en stage certains jeunes développeurs. Après, il y a réellement des problématiques d'accompagnement parce que sincèrement, au niveau de l'entreprise, par exemple pour ceux qui ont des problèmes de 10, qu'on a intégré chez nous depuis longtemps, on a dû utiliser un logiciel canadien pour et l'upgrader, c'est-à-dire le personnaliser, pour en fait faciliter son codage. Mais après, il y a d'autres formes de handicap et le jeune en question, il avait vraiment des handicaps physiques et parfois cognitifs par rapport aux consignes. Donc, il y a un travail de latence et d'accompagnement qui est un peu plus long. Et les dispositifs ne permettent pas, entre le temps de l'entreprise, le temps des dispositifs, il n'y a vraiment pas d'adéquation. Et comme on n'a pas, entre guillemets, on n'est pas dans les schémas où on a des grosses entreprises de 2000 salariés, 4000, où on peut se dire, il faut, mine de rien, lorsqu'on est une entreprise de moins de 10 salariés ou moins de 20 salariés, on n'a pas forcément l'équipe pour accompagner, et or c'est nécessaire parce que réellement on ne peut pas monter en compétences et insérer durablement s'il n'y a pas des blocs de compétences qui peuvent être mis après sur des vrais projets. Parce que l'objectif, c'est ça. C'est-à-dire quand on sort du SaaS, il faut vraiment entrer dans la vie réelle, dans le dur. Et le dur, ce n'est pas juste, entre guillemets, faire de la com, quoi. Ouais. Et justement, pour recentrer le débat sur les métiers de la filière numérique, l'essentiel, c'est de dire, peut-être, Myriam Louisy, qu'ils ne sont pas fermés au handicap, bien au contraire. Donc c'est un vrai levier aujourd'hui, notamment dans le secteur de la tech. Il y a vraiment des métiers qui sont en tension. Et on a parlé de Webforce 3, qui justement a à cœur de former justement ces personnes dont on aura forcément besoin. Voilà, bientôt, très bientôt. Tout à fait. Priscilla Logis, oui. Effectivement, pour compléter ce que vous avez effectivement dit, donc Pôle emploi accompagne sur la formation de ces métiers émergents et comme l'a dit Madame Louisy, ce sont des métiers en tension parce qu'il y a une véritable demande. Il y a des employeurs derrière qui recrutent et nous, à Pôle emploi, nous accompagnons justement à l'acquisition de compétences pour répondre à ces besoins auprès des employeurs. Donc nous faisons en sorte que nous ayons plus de personnes, en tout cas bénéficiaires de l'obligation d'emploi, qui justement s'insèrent par ces métiers dits du numérique. Et je dirais aussi que, comme l'a dit Madame Louisy tout à l'heure, aujourd'hui, je pense que la période de, on va dire, Covid nous a appris que la plupart des métiers pouvaient se faire à distance. Et je pense que grâce à cette période-là, nous avons pu prouver ce que nous essayons de dire depuis de de nombreuses années, que certains métiers étaient accessibles pour les personnes en situation de handicap à distance par la voie du digital. Et aujourd'hui, ça l'a été prouvé, malheureusement par le biais de la Covid, mais ça a aussi ouvert beaucoup de portes aux personnes en situation de handicap, dites à mobilité réduite, donc en fauteuil roulant.
Ouais. Et c'est juste, et je dirais que nous allons continuer ce travail de collaboration avec justement les employeurs, les centres de formation, pour former plus de personnes aux attentes des entreprises. Très bien, une filière de métiers. Je vais juste compléter aussi pour dire, alors moi je suis une petite structure, hein, mais je suis dans cette démarche inclusive et pour l'instant je m'entoure du monde associatif pour pouvoir faire monter en compétences notamment les personnes issues des quartiers prioritaires de la ville. Très bien. Voilà. De façon à ce que, qu'ils soient prêts aussi pour ces nouveaux métiers. Oui, puisqu'il y a aussi une réalité, on parle des filières, mais il y a une réalité de territoire sur lequel on est, où il y a des besoins qui se font ressentir dans le monde de l'entreprise. Betty Fosta, j'imagine que forcément le monde économique en parle. On sait que dans certaines filières, on va dire très techniques, il y a des besoins. Et les entreprises qui pensent à leur évolution également auront des besoins sur les filières numériques parce qu'il faut des compétences en la matière localement. Oui, effectivement, sur la question, entre guillemets, des besoins, il y en a. Après, je vais juste quand même rebondir sur la question du télétravail. Très souvent, lorsque certaines personnes travaillent de chez eux, il y a une confusion parfois en disant mais c'est pas parce que je suis connecté que je travaille. Il y a aussi ce qu'on appelle l'effectivité des tâches et des missions et le sens de l'autonomie. Et là encore, ce n'est pas forcément toujours évident. Donc il y a vraiment une question qui se pose sur l'employabilité, pas simplement des personnes en situation de handicap, hein, faut le dire, mais il y a une relation particulière au travail sur notre territoire. Et nous, au niveau de l'IDE, on en parlait hier, on a reçu en conseil d'administration la rectrice en lui indiquant qu'on a des métiers en tension. On a évoqué pas mal de secteurs, hein, donc il y avait le numérique, mais pas que. On a parlé du tourisme, on a parlé aussi de beaucoup de la partie hôtellerie-restauration. On a évoqué des questions liées à certains chantiers où il manque du monde. Donc les emplois, il y en a. Mais les gens qui pourraient être motivés et aussi avoir l'esprit d'entreprise, c'est-à-dire qu'il ne faut pas juste occuper un fauteuil, juste occuper une place ou se connecter pour se dire qu'on a un travail. Mais le rapport au travail doit également changer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, tiens, mon manager est ceci, se reprocher à X manager toutes sortes de choses, parce que c'est une femme, parce que c'est un blanc, parce que c'est quelqu'un venu d'une métropole. Il y a toujours des raisons pour des fois ne pas faire le travail ou ne pas être totalement engagé. Et on doit avoir ce sens de responsabilité d'être engagé. Je regrette de le dire, des fois on peut se trouver conservateur et passéiste, mais on avait, il y a plus de 30 ans, plus de 40 ans, des personnes qui n'avaient pas fait beaucoup d'études et pourtant qui étaient engagées, qui étaient derrière leurs paroles et qui avaient le sens du pays. Donc réellement, on a des dynamiques à retrouver au niveau du travail et ça, tous les employeurs, je veux dire, ils seront contents. Et c'est ça qui va faire vraiment la différence. J'ai envie de dire sur l'employabilité. Donc le rapport au travail aussi doit être amélioré. Et effectivement, le numérique facilite en donnant des outils, en donnant des méthodologies, en donnant le cadre. Et pourquoi pas un univers qui peut être maintenant mondial. On peut avoir des collègues, pourquoi pas en Afrique, en Amérique ou à Paris. C'est aussi ça le monde. Très bien. Alors, la petite cloche n'a pas retenti. Je ne sais pas s'il y a des questions à poser sur ces métiers, ces filières. Ça peut susciter des vocations. Avant de demander à Farrell de nous donner son numéro de téléphone pour faire la pub de son entreprise, bien évidemment. Mais oui, on constate qu'effectivement, cette filière du numérique peut être une solution d'insertion dans le monde professionnel des publics en situation de handicap, et il convenait absolument de le rappeler, de le dire et de le partager auprès des entrepreneurs. Vous voyez, j'étais pile poil dedans. Donc on va demander à Farrell de nous donner son numéro de téléphone, en tout cas de rappeler son activité de communication pour les entreprises, communication virtuelle. D'accord. Mon entreprise, c'est Projet Virtuel. Je fais de la communication, je fais des vidéos de présentation, des diaporamas et des flyers animés pour les petites entreprises, les magasins, les restaurants et bien d'autres. Et on peut déjà voir tes productions sur les réseaux Oui, les réseaux sociaux, le site internet, la page Facebook de l'entreprise. Et le site l'URL du site. Ah oui, l'URL du site aussi. En tout cas, je vais vous transmettre tout ça. Et s'il y en a certains d'entre vous qui veulent savoir l'entreprise, j'ai quelques flyers
et je pourrais vous distribuer ça pour que vous puissiez. Et voilà, c'était le but du jeu. Merci, on peut l'applaudir et oui, merci. Applaudir nos intervenants. Merci beaucoup, merci. Farel Jonast, merci. Betty Fosta, Myriam Louisi, Priscilla Logis également. Merci pour notre dernière table ronde. Je commençais moi à m'amuser, mais on n'a pas terminé. Oui, bien sûr, j'ai pas dit qu'on avait terminé. Je parlais des tables rondes, Gaël Lacoma, responsable du protocole, n'est-ce pas? Et oui, on en arrive à notre dernier Flash Info sur la campagne Tous Utiles, et on va demander à Karine Gandois et Muriel Mantran, tout comme Lucie Saban, de nous rejoindre, s'il vous plaît, pour ce rendez-vous. Merci, mesdames, et Farel.